Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau café du cloud privé. C'est notre troisième épisode dans cette formule avec Nicolas Oueremi, CTO de Broadcom France, et Florian Casse, notre Toujours. Field CTO pour ITQ Gallia. Encore merci de passer du temps avec moi. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet clivant, Kubernetes, cloud native, container. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Alors, on a parlé des Advanced Services, on a parlé de la souveraineté cloud. Pour vous, VKS, c'est une couche supplémentaire ou c'est juste une extension finalement de tout ça? Ça fait clairement partie de la plateforme de base. Exactement. C'est devenu, Tout à fait d'accord. ça devenait incontournable et c'est devenu encore plus incontournable avec VCF 9. Puis ça va dans le sens de l'histoire. On va probablement développer ça après, mais quand on regarde les nouveaux types de workload, tout est orienté cloud native. Donc un cloud privé sans une solution de Kubernetes, ça n'a pas de Ok, sens. donc si je reprends ma métaphore de la machine à café, finalement, VKS, c'est la buse à vapeur. Exactement. Parce Ok, qu'il faut toujours un bon intégré. cappuccino. ça me va. On va refaire un petit rapid fire, tous les deux, si vous êtes prêts. Donc, une mot. question, un mot à choisir. Compris. Kubernetes, révolution ou usine à gaz? Révolution. Révolution aussi. Très bien. VKS, c'est un outil d'infra ou c'est un outil pour les devs? Les deux. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est Outil d'infra, peut-être, l'ambition, hein. c'est les deux. Avant mais- tout, c'est une solution pour fournir du service. Donc, outil d'infra, allez. La CNCF Conformance, c'est un label marketing ou c'est une vraie garantie? Vraie garantie. Vraie garantie aussi. Kubernetes on-prem, on est sur quelque chose d'incontournable à l'avenir ou c'est juste de la niche? Incontournable. Bon, vous êtes tous d'accord. Ouais, c'est trop facile. Vous en avez fait. préparé. Ouais. Et Kubernetes pour les outils critiques en production, c'est prêt ou on est encore trop tôt? Prêt et réalité. Prêt. Ok. Tout à fait d'accord. Très bien. Bon, bah, fin du podcast. Fin du Ouais, podcast, trop on va d'alignement. Non, mais au Vous êtes tous final, d'accord? Qu'est-ce que Oui. je fasse? Non. Mais on va quand même pouvoir en discuter. hein. Alors, Nicolas, on va quand même parler on va commencer par toi, parce que VKS, c'est un produit Broadcom. Si tu devais expliquer à un DSI, c'est quoi VKS? C'est la meilleure option de réunir tous ces bouts d'infra, conteneurs à côté de ces workloads VM pour gérer ça simplement pour lui en tant que gestionnaire d'infra et pour le gérer simplement pour ses clients qui vont être les développeurs, etc. D'accord. Toi, Florian, par rapport à nos clients, comment tu positionnes VKS? C'est une extension normale? C'est une nouvelle philosophie? C'est comment tu pour l'introduire auprès des clients? Moi, je pense que c'est même pas une extension. Ça fait partie de la plateforme. Comme les machines virtuelles font partie de vSphere plus vCenter, faisait partie, pardon, il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, VKS, ça fait partie de la plateforme. Et c'est un service ajouté à notre cloud privé. Je vais avoir une question qui est peut-être naïve, et je vous la pose à tous les deux, mais pourquoi est-ce que Broadcom investit autant dans Kubernetes et dans l'open source? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les VM, ça suffit plus? Alors, on a parlé beaucoup de cloud hybride. On a parlé, donc, il y avait la move to cloud et puis on revient on-prem. En fait, il y a eu une période où on allait tout passer en conteneur, puis au final, on s'est rendu compte que la réalité derrière, c'est que ça reste un équilibre entre les deux, en fait. Entre des applications capables d'être cloud native et d'autres qui restent dans un mode, et puis d'autres qui sont hybrides. Donc, en fait, on ne pouvait pas prétendre fournir une plateforme qui adressait tous les besoins des clients si on ne gérait pas ce sujet du conteneur. Oui, c'est ça. On ne peut pas être 100% VM, on ne peut pas être 100% Kubernetes. Donc, c'est la suite logique d'avoir VKS et donc de l'open source dans ça. Kubernetes est clairement devenu un standard du marché pour de l'orchestration de containers. Mhm. Donc, ça fait sens. Ok, donc justement, Kubernetes, c'est un standard. Un client, il a déjà VCF, c'est un socle qui est relativement solide pour faire de l'infrastructure as a service ou cloud privé. Mhm. Il pourrait très bien aller chercher du Rancher, du OpenShift, du Kubernetes Vanilla. Pourquoi il irait plus particulièrement vers VKS? Moi, je pense déjà il y a une réponse pragmatique. Ça fait partie de VCF. Donc, beaucoup de clients parlent du prix de VCF et c'est souvent le feedback qu'on a. Bon,
ça me semble logique du coup d'essayer d'en tirer 100% de la valeur et donc de consommer VKS. Et puis si demain, après-demain, VKS répond plus à vos besoins, à ce moment-là, peut-être qu'on va aller regarder d'autres solutions, mais commençons par ce qui est déjà présent. Et si c'est un Kubernetes Vanilla qui est recherché, c'est le cas avec VKS. Ok. Et justement, l'objectif de VKS, Nicolas, pour Broadcom, c'est de simplifier Kubernetes ou c'est de pouvoir mieux l'intégrer dans l'environnement et dans l'écosystème VCF? Alors, j'ai envie de dire un peu les deux, parce qu'au final, sinon ce serait trop simple. Au final, VKS, c'est un service de cluster Kubernetes as a service qui va être mis à disposition. Mais plus loin que ça, la gestion mode Kubernetes a été intégrée dans le cœur de la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qui est appelé un supervisor cluster maintenant, qui est spread et qui permet de gérer l'infrastructure. Les ESX eux-mêmes agissent comme des worker nodes. En fait, je pilote mon infrastructure également dans un mode Kubernetes Cluster Kube. Donc, j'ai ce service qui est présenté et mis à disposition des clients, qui est décorrélé de la complexité du matériel. Donc, pour tous ceux qui faisaient du cube sur bare métal, connaissent le problème d'update et de mise à jour difficile dans lequel on est retombé. Donc, on s'était décollé de ça avec la virtualisation. On était retombé là-dedans. Donc là, c'est bien. Et en même temps, on peut héberger du conteneur à côté des VM sans problème. Et tout ça, en fait, dans un mode souple, virtualisé. Donc, ça rend service à l'infrastructure. C'est pas un bout d'infra à côté. Ils s'y mettent eux aussi, tout le monde parle la même langue, et à la fois, on a le service de Cluster Cube le plus souple. Alors, chez Broadcom, vous mettez en avant l'alignement avec les standards CNCF, et la fameuse CNCF Conformance. Qu'est-ce que ça change au fait au quotidien pour les clients? Alors, pour les clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne réinvente pas des choses, on se l'est dit dans les différents épisodes, mais on ne réinvente pas des choses quand on n'a pas la vraie grosse valeur ajoutée. Donc, on montre comment connecter les meilleurs services qui font référence sur le marché à ce monde que l'on est en train de créer, Kubernetes, dans la plateforme VCF. Et en même temps, Broadcom, sur les 10 dernières années, dans les 5 plus gros contributeurs, alors à travers VMware, Eptio et Broadcom même, on a des ingénieurs, des staff ingénieurs de chez nous qui sont activement impliqués et participent en fait à des SIG, à ETCD, au cluster API, donc des fois des projets comme Arbor, le plus connu par exemple, mais aussi à des SIG structurants de la SNCF. Donc du coup, on participe. Voilà, c'est pas juste se dire on permet à l'open source. Contributeur. On contribue, on joue le jeu de l'open source parce que c'est clé pour nous et pour nos clients. Je pense que pour compléter la réponse, ce qui est intéressant aussi, beaucoup de clients parlent avec VCF du vendor lock-in, etc. Avec VKS, c'est la preuve que la facilité est là, puisque comme c'est aligné sur les standards de la CNCF, aujourd'hui c'est VKS, demain ça peut être Rancher, après-demain c'est un pur Kubernetes Vanilla, et encore après ça peut aller dans le public cloud avec un EKS, AKS. Donc c'est parfait pour un client, justement. Voilà, donc on est sur du open et sur du standard. Exactement. Ok. Pour toi, Florian, j'ai une question de terrain. En fait, qui utilise VKS au quotidien chez nos clients? C'est les gars de l'infra ou c'est les développeurs? Aujourd'hui, je pense que le pattern qu'on a le plus, c'est les personnes de l'infra. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est déjà nos contacts. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on a cette relation intime, j'ai envie de dire, avec nos clients. On leur parle VM, on leur parle vCenter, etc. Et donc, on continue leur chemin vers le cloud privé. Et donc, on leur parle de VKS. Maintenant, c'est là aussi où nous, on doit travailler. C'est justement aller chercher les développeurs, aller chercher d'autres personnes pour continuer à leur parler de VKS. Ok. Et il y a de la friction entre les équipes une fois que VKS est déployé, ou au contraire, ça fluidifie leur relation? Il y a de la friction, déjà parce qu'il y a des croyances. On va être clair. VMware, chez les développeurs, c'est quand même très peu connu comme marque. Et donc, pourquoi ça? Pourquoi on a des personnes qui sont 100% open source? Pourquoi aller prendre un VKS alors qu'on pourrait faire un Kubernetes Vanilla? Forcément, ça anime les débats. Toi, Nicolas, tu penses que c'est comme ça que vous avez designé le produit?
cette séparation dev, infra, ou au contraire, vous aviez une autre optique? Alors, non, en fait, on veut surtout déjà essayer de réunir les gens. Donc, en faisant le supervisor, il permet un peu de réunir les mondes. Après, on a toujours ce but ultime d'aller aider l'application. C'est ce que l'on cherche à faire toujours. Peut-être des fois, maintenant, on voit apparaître ce niveau intermédiaire du platform engineer qui fait le médiateur, on va dire, entre toutes ces équipes. C'est pas un rôle qui existe partout quand même. Mais oui, c'est clairement l'objectif à atteindre. Aller aider le développeur à développer plus vite son application à un endroit plus en contrôle, plus compatible avec une approche souveraine et faire qu'il fuite moins ailleurs juste parce qu'il n'y a pas la souplesse qu'on doit avoir on-prem, quoi. D'accord. Je pense qu'il est intéressant, c'est aussi, on a parlé supervisor. Aujourd'hui, on avait, vraiment je suis dans la caricature, les personnes qui viennent du monde VMware, ils voulaient leur interface graphique, aller dans leur vCenter, démarrer leur VM, etc. Et on avait des développeurs qui étaient en mode déclaratif et ils voulaient que du YAML. Le supervisor et ce que propose VCF permet parfaitement de dire si ce que tu préfères c'est l'UI, tu l'as disponible. Si ce que tu préfères c'est les lignes de commande, les cubes API, un mode très déclaratif en YAML, tu l'as aussi. Ok. Par exemple, dans VCFA, on fait des actions, on commande quelque chose en UI, on a le YAML qui est généré automatiquement à côté et qui, pour le coup, peut être utilisé d'ailleurs après comme un standard que je donnerai à mes développeurs et puis qui le consommeraient à travers leur YAML classique, quoi. Ok. Et donc, on parle de ce platform engineering. C'est quoi? C'est un chaînon manquant qui vient se créer automatiquement dans l'espace qui est entre l'infra et les devs, ou c'est juste finalement une extension du rôle de l'infra qui va tendance de plus en plus à aller vers la plateforme? C'est un rôle qui est apparu avec les initiatives DevOps, en fait, au départ. Donc, du coup, à un moment, il fallait faire porter de l'Ops à des devs. Ça s'est plus ou moins bien fait et on a vu que c'était encore très loin des gens de l'infra. Donc, c'est un rôle qui est apparu voilà, comme un bon intermédiaire. Nous, les plateformes engineers, historiquement, utilisaient beaucoup les solutions Tanzu chez nous. Et aujourd'hui, on en redonne un petit peu plus dans la partie infra VCF, parce qu'aujourd'hui, VKS, on l'a tout de suite après une installation de VCF. Comme disait Florian, c'est partie intégrante de la plateforme. On n'a pas besoin de surcouche. Et après, ce qu'on met on top, ça devient là où les plateformes engineers présentent ça à travers une marketplace. Donc, tantôt Homemade, tantôt Tanzu, tantôt autre, tantôt je me sers de VRA pour faire ce début de marketplace, etc. Voilà, on a différents niveaux. Mais en tout cas, c'est eux qui parlent et qui simplifient les choses pour les développeurs. L'avantage, c'est dans le langage naturel des développeurs. Et de plus en plus de gens de l'infra prennent un peu cette casquette plateforme engineer parce qu'ils voient bien que c'est plus concret pour eux aussi. Comment ils installent leur plateforme, comment ils créent leurs services, ils ont un peu ces contraintes-là. D'accord. Toi, Florian, chez les clients, c'est quoi les use cases aujourd'hui de VKS? C'est pour faire du edge computing, c'est pour faire du développement interne d'applications, c'est pour répondre à un besoin d'un tierce vendor qui a développé des applications? Oui, il y a un petit peu de tout ça. Développement interne, ça c'est une réalité sur, sur quelques clients. Ces derniers temps, beaucoup de besoins autour de Kubernetes pour les workloads orientés AI. Sur la partie Edge, on a eu quelques discussions avec des clients avec beaucoup de Edge et effectivement, par le côté très léger d'un workload cloud native, c'est intéressant pour ces besoins. Donc, je ne vois pas un use case se détacher. Par contre, on a plein de use cases. Et effectivement, VKS, à chaque fois, vous l'avez dans la plateforme. Déployons-le, mettez-le à disposition des personnes qui en ont besoin, accompagnons-les à le consommer, et puis après, on regarde comment on avance ensemble. Ok. Nicolas, VMware depuis des années se présente comme le partenaire des applications critiques auprès des clients. VKS, ça commence à devenir un sérieux
player pour ce type d'application? Oui, concrètement, c'est une réalité. Voilà, il y a vraiment déjà des applications critiques qui sont là et conteneurisées. Et il y a un des arguments de poids qu'on a avec VKS, c'est cette souplesse qu'a amené la virtualisation pour la partie matérielle. Ben en fait, comme je disais, quand on regérait du cube sur du bare metal, on retombait dans ces difficultés de quand je grade, etc. Et les développeurs vont toujours avoir besoin de la nouvelle version. Par contre, est-ce qu'ils sont tous dans le même tempo? Non. Donc, en fait, là, avec VKS, quand vous avez sur la même machine 3 versions différentes de cube et que ça tourne, ben en fait, là, on commence à se dire, OK, mes applis critiques qui vont mettre un peu plus de temps et mes applis cutting edge qui vont m'amener toutes mes nouvelles features, je vais pouvoir les gérer sur la même plateforme. C'est pas un pain point, c'est moins un pain point. Et j'ai pas obligation de dédier du matériel à ça. Je peux mixer ça. J'ai pas une petite marge pour mon infracube, une petite marge pour mes VM, une petite marge pour mon infra IA. Tout ça, je peux le mutualiser et voir comment j'utilise au mieux mes infrastructures. Coût de matériel augmentant, on passe toutes les difficultés aujourd'hui de tout ça. Donc, j'optimise tout ce que j'ai. Et encore une fois, c'est avec les mêmes skills, entre guillemets. Je supervise ça dans VCF Ops. Je peux remonter ça dans des Grafana, Morpheus. Enfin, je fais en fait la gestion que je veux. Nous, on l'a fait déjà dans les outils. Et si en plus on veut rebondir vers d'autres choses, on peut, en fait. Mmh. Et tu confirmes, c'est quelque chose que tu vois? Puis même pour aller encore plus loin, la version différentes versions de Kubernetes sur une même infrastructure, c'est déjà un point intéressant. Récemment, des nouveautés autour de VKS, de pouvoir choisir son propre système d'exploitation en dessous de VKS. Comme le disait Nicolas, ça reste une VM, VKS, enfin des VM pour être précis. Du coup, de base, on faisait Photon OS, Ubuntu. Récemment, c'est rajouté Red Hat. C'était un vrai besoin de pas mal de clients enterprise, on va dire. Et même si tout ça ne vous convient pas, vous pouvez faire votre propre version de la VM. C'est juste parfait. Et même sur la partie CNI, la partie réseau, ça y est, c'est ouvert à Cilium. C'est ouvert. Ça peut pas être plus ouvert qu'aujourd'hui. Et si on regarde il y a 2-3 ans, quand ce qui venait de Pivotal, c'était pas aussi ouvert que ça. Là, en termes de choix d'architecture, c'est super intéressant. D'accord. Donc, on a une vraie caisse à outils où on peut construire ce que l'on veut en Exactement. utilisant les outils dont on a besoin. Nicolas, si on regarde l'évolution de VKS dans les prochaines versions de VCF, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut avoir encore plus d'intégration avec les Advanced Services dont on a parlé dans un épisode précédent, du AI/ML directement natif? On veut des scoops sur la roadmap, en fait. Est-ce qu'on va avoir on veut des vues sur le podcast. La gestion multi-cluster encore plus poussée pour parler de certains besoins qu'on entend, nous, de la part de nos clients. Voilà. Est-ce que tu as des informations? Alors, est-ce qu'il y a plus de services? Parce qu'on a parlé VKS, on a parlé Supervisor Cluster, on n'a pas focusé aussi sur tous les services qu'on permet d'activer sous forme de pod. Donc, en fait, gérer le conteneur à côté de la VM directement, sans pour autant être dans un cluster VKS. Donc, le premier service qu'on a comme ça, c'est Arbor. Et par exemple, Arbor, quand on parle d'Advanced Service Private AI, on fait un repository de LLM pour les valider ou pas à telle ou telle population. C'est dans Arbor. D'accord. Donc, en fait, on a déjà ce type d'intégration un petit peu. Okay. Après, pareil, quand on parle de CNI ouvert, on avait Entrea, là, on ouvre encore la chose. C'est ça, en fait, je pense, le futur. C'est que de plus en plus, on va pouvoir avoir des connexions naturelles. De plus en plus, on n'aura pas besoin d'importer les projets. Ils seront disponibles tout de suite dans l'interface pour qu'on dise je fais un pod Arbor, je fais un pod Contour, je fais mon Piniped, par exemple. Alors ça, c'est pas un projet CNCF, mais c'est du projet open source auquel contribue VMware. Et hop, il est naturellement intégrable dans mon infrastructure et consommable lui aussi as a service, quoi. Voilà. Donc oui, de plus en plus de services sous forme de pod disponibles. Au niveau de la roadmap, je ne vais pas m'étaler. Raté. On aura essayé là-dessus. Mais en fait, j'ai envie de dire, déjà, regardons ce qui est disponible, quoi. Parce que ce qui est disponible, la plupart du temps, quand juste on commence à le montrer aux clients, ils sont déjà très, très, très surpris.
Ils ne soupçonnent pas qu'on peut aller jusque-là. Ils ne soupçonnent pas à quel point ça parle le langage de ceux qu'ils ne comprenaient pas, les gens de l'infra. Donc, les gens de l'infra ne comprenaient pas les demandes des devs. Et là, d'un seul coup, ils sont capables d'offrir quelque chose. Et les devs, enfin, C'est là. Voilà. Donc, n'ayons pas peur d'aller déjà pitcher ce qui est en place. Et oui, il y a plein de nouveautés qui arriveront. Je vous invite à rester connectés. On pourra peut-être en reparler d'un prochain épisode. Mais si je prends l'exemple sur les services, Argo CD, c'est un exemple parfait. Ouais. Produit purement open source, disponible au travers de VCF1. Et je pense qu'on n'insiste pas assez, mais on critique souvent la partie VKS parce qu'on est obligé d'avoir un système d'exploitation, parce que c'est lourd, etc. Quand on parle d'Argo CD et de vSphere Pod, il faut imaginer que nos ESXi viennent des worker nodes. Et donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une VM qui tourne sur mon ESXi, j'ai directement un pod avec derrière les ESXi qui sont des workers et donc qui ont la capacité de faire redémarrer ces pods, avoir toute la résilience, etc. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes avec ce genre de service. Donc, c'est clairement pareil, embarqué dans la plateforme, testons-le, essayons. Parfait. Argo CD, c'était un outil purement de dev. Aujourd'hui, je peux configurer et même mettre un bout de la résilience de mon infrastructure dans Argo CD, en fait. En tant que personne d'infrastructure, je peux me mettre à piloter mon infra aussi avec ça. Donc là, on commence à bien réunir les mondes et ouais, déjà ça, regardons-le, c'est déjà dément. À quand une VCF update pilotée par Argo? Dans la 10. Non, mais bonne idée. Pour finir sur Argo CD, j'ai un collègue, Davy, pour pas le nommer, qui est un très grand fan du produit. Et quand il est nommé. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui est un très grand fan de la solution. Et c'est vrai que l'intégration, lui qui vient du monde open source, etc., même lui, ça l'a convaincu de VCF Automation, OLAPS, toute cette nouvelle façon de faire. Donc ça prouve que ça ramène aussi des gens qui viennent de ce monde pur cloud native open source sur des plateformes comme VCF. Très bien. D'ailleurs, Florian, si on a des clients qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui 100% VM, qui veulent démarrer ou se disent tiens, j'ai toujours pas de Kubernetes, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je dois me dépêcher? Trop tard, non. En fait, il faut être pragmatique, encore une fois. Si aujourd'hui, vous n'en avez pas le besoin, pourquoi aller se complexifier la vie, de rajouter un nouvel pan de son écosystème à maintenir, etc. Maintenant, je pense que si vous n'êtes pas encore prêt, ça veut dire qu'il faut quand même monter en compétence les équipes, avoir une compétence de Kubernetes, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est le bon moment pour peut-être lancer un POC, ça permet de former les équipes. On est là pour par exemple, accompagner, faire un transfert de compétences. Et donc, être prêt parce que ça va arriver. Soyons réalistes. OK. Bon, c'est la nouvelle façon de gérer l'infrastructure. En fait, quand on parle supervisor cluster, on parle de zones de disponibilité qui sont à discuter lors des architectures. Et on a déjà, ça y est, un pied dans le monde cube, en fait. Donc, juste pour gérer son infra, on a à s'intéresser à ces concepts et à appréhender tout ça. Donc, vaut mieux être en avance là-dessus. Et honnêtement, le mode déclaratif, un YAML de 50-60 lignes, il peut remplacer plusieurs scripts de centaines de lignes, en fait. Facilement. Non, c'est clair. Effectivement, c'est impressionnant. Bon, si maintenant, toi, Nicolas, tu avais un message à faire passer à un client qui serait en train d'hésiter entre VKS et une solution Kubernetes tierce, ça serait quoi? Pourquoi ne pas regarder ce qui est déjà intégré à la plateforme avant de vraiment voir s'il y a besoin d'une autre solution? Parce qu'au final, si je peux l'avoir et le gérer de la même façon que le reste et contenter mes développeurs, je pense que ça se regarde. Et toi, Florian, si on a un client qui est à VCF et qui veut se lancer sur VKS, quel serait le conseil que tu leur donnais pour démarrer sans se brûler les ailes? Je vais être redondant avec ma réponse d'un des précédents podcasts. Parler avec le bon partenaire. En vrai, ça donne l'impression de pur marketing ITQ, mais la réalité, c'est qu'on l'a fait plein de fois pour de nombreux clients. Du coup, on en a tiré de l'expérience, parce que plein de fois, ça n'a pas fonctionné. On a dû itérer, recommencer, améliorer. Et maintenant, de tout ça, on en tire des leçons et qu'on peut appliquer à différents clients, à différents besoins et à différents use cases, tout simplement.
plus sois le fait de vraiment parler aux bonnes personnes, parce que souvent, quand on ramène ces débats sur la table, on a une chance de faire mouche. On n'aura pas 15 opportunités de convaincre une équipe de développeurs. Donc, il faut que quand on le fasse, on soit bien accompagné. Avec les bonnes personnes autour de la table. Ouais. Très bien. Ben, merci. Je pense que ça clôture notre épisode sur VKS et open source au sein de Broadcom. Encore merci pour ce podcast. Merci Nicolas de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ces enregistrements. Merci pour l'invitation. Et j'espère que vous avez apprécié et que vous viendrez très nombreux pour les prochains épisodes. Bonne journée. Merci. Merci.